Bonjour à toutes et tous. J'espère que le micro n'est pas trop fort. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, on est ravis de vous accueillir cet après-midi au Musée d'Histoire urbaine et sociale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, en avant-première du Printemps des Cités-Jardins et des 10 ans de l'Association régionale des Cités-Jardins. Voilà. C'est pour ça qu'on a prévu une rencontre particulièrement copieuse et on l'espère intéressante pour vous autour de la question de l'égalité femmes-hommes dans l'espace urbain avec un focus sur la cité-jardin. Donc je vais laisser la parole à Noémie qui va nous présenter l'après-midi qu'on va passer ensemble. Oui, alors bonjour à tout le monde. Donc, comme le disait David, on est ravis en tant qu'association des cités-jardins d'Île-de-France de faire ce cycle de rencontres autour de l'actualité des cités-jardins. C'est déjà le deuxième événement, puisqu'il y en a eu un hier au soir au Palais du Roi de Robe à Rambouillet, avec la ville de Rambouillet, la ville de Trappes et l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Et aujourd'hui, donc, en partenariat étroit avec le CAUE 92, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hauts-de-Seine, et avec le Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes. L'idée était donc de proposer aussi une vision actuelle des cités-jardins, puisque c'est des quartiers qui fonctionnent et qui vivent encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour ce 8 mars, il nous semblait important de parler de la place des femmes dans les cités-jardins. Et donc on va commencer ici, au musée de Suresnes, pendant environ 2 heures, avec dans un premier temps une intervention donc, de David Coelho, qui est le directeur du MUS, sur Berthe Lemarie, dont certains connaissent, mais d'autres non, qui était une personne importante aussi pour les cités-jardins. Et puis après, on va avoir une table ronde animée par Clémentine Roméo avec la participation de Corinne Luxembourg et Stéphanie Dadour et Julie Faure, pardon, qui du coup merci Clémentine et Julie Faure bien entendu sur la place justement des femmes et l'égalité de genre dans l'architecture et l'urbanisme de l'entre-deux-guerres. On va ouvrir un petit peu et pas simplement sur les cités-jardins. Et après donc déjà ces 2 heures bien intenses, on invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à monter à la cité-jardin et puis vraiment voir concrètement, grâce à une marche exploratoire, comment on peut vivre en tant que femme dans l'espace des cités-jardins. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Pardon ? Sur ta programmation. Sur ma programmation, je vous laisse la découvrir. Voilà, vous l'avez à l'entrée, le programme. Merci Clémentine. La prochaine événement notamment, c'est le 10 avril, avec la ville d'Épinay-sur-Seine, la ville d'Argenteuil, des classes d'Épinay et d'Argenteuil et l'université de Sorbonne Paris-Nord. Et on va parler de la place des enfants dans les cités-jardins. Donc aussi une autre frange de la population. Et donc je vous invite aussi, parce que ça va être assez intéressant de se rendre compte de l'aménagement qu'il y a eu autour. Et puis après, je vous laisserai un petit peu découvrir. Il y a les diffusions aussi du concept des cités-jardins, les cités aussi, entre cités-jardins et cités-cheminotes. Et puis il va y avoir aussi plein d'autres choses tout au long de l'année pour ces 10 ans de l'association. Donc je vous laisserai continuer d'avoir l'œil vigilant là-dessus. Voilà. Merci Noémie. Alors on commence avec cette conférence sur la figure de Berthe Lemarie. J'ai intitulé cette conférence Berthe Lemarie, perspective féminine à la cité-jardin dans l'entre-deux-guerres, puisque effectivement on va partir de Berthe Lemarie pour analyser les itinéraires des femmes de manière globale pendant l'entre-deux-guerres à la cité-jardin. Quand je dis à la cité-jardin, c'est pas forcément la cité-jardin de Suresnes, je le préciserai s'il y a lieu, c'est dans toutes les cités-jardins. Donc Berthe Lemarie, c'est une figure de l'ombre un petit peu de l'historiographie des cités-jardins de Suresnes. Nous ne conservons d'elle aucune photo. Une des seules sources à notre disposition, en dehors des registres d'état civil, c'est sa thèse d'urbanisme qu'elle soutient en 1926, qui est consacrée aux cités-jardins.
Vous avez ici un détail de la couverture de cette thèse qui est assez jolie, hein, voilà, qui nous montre un univers assez bucolique et qui justement montre des femmes et des personnages féminins à droite. Elle est traditionnellement considérée comme le bras droit de Henri Sellier, voire comme sa secrétaire, et finalement elle disparaît un peu dans l'ombre de cette grande figure politique. Quelle a été la trajectoire de cette femme ? Cadre municipal et urbaniste, et en quoi son travail scientifique permet-il de documenter les perspectives des femmes dans les cités-jardins pendant l'entre-deux-guerres, à l'époque où elle rédige sa thèse. Après une première partie dans laquelle j'approfondirai son parcours et m'interrogerai sur la dimension féminine et féministe de sa discipline et de son discours, je m'attacherai dans une seconde partie à mettre en exergue les conditions de vie des femmes à la Cité-Jardin, telles que les donne à voir Berthe Lemarie dans son travail scientifique, ainsi que d'autres travaux scientifiques qui se sont intéressés aux Cités-Jardins à cette époque. Enfin, dans une dernière partie, je focaliserai mon propos sur l'infirmière visiteuse, une figure féminine clé de la Cité-Jardin à cette époque, comme nous le verrons. Alors Berthe Lemarie naît Berthe Blanchard en 1898 à Sancoins, dans le Cher. Elle reçoit une formation d'institutrice. Après 1918, après donc la Première Guerre mondiale, elle suit sa famille à Paris et travaille dans l'administration des régions libérées. Le ministère des régions libérées, qui existe entre 1917 et 1922, était un organisme gouvernemental français chargé de la reconstruction des zones dévastées par la Première Guerre mondiale, notamment dans le nord et l'est du pays. Il va coordonner le déblaiement, la reconstruction des infrastructures, l'indemnisation des sinistrés et la réorganisation économique et sociale des territoires affectés. En 1922, elle entre à l'École normale d'administration municipale, l'ENAM. Celle-ci a été créée au sein de l'École des hautes études urbaines, EHEU, cette même année 1922, sous l'impulsion d'Henri Sellier lui-même, qui est aussi, en plus d'être maire de Suresnes, ministre de la Santé et président du Conseil général de la Seine. L'idée de cette école est de professionnaliser les cadres municipaux. L'enseignement va porter sur l'étude des villes, l'aménagement, leur organisation administrative, économique et sociale. L'ENAM va jouer donc un rôle clé dans la professionnalisation et la modernisation de l'administration urbaine à cette époque. Alors vous avez ici l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui est situé rue de Sévigné à Paris, qui était le siège de l'École des hautes études urbaines, et donc de l'ENAM, puisque l'ENAM dépend de l'EHEU, entre 1919 et 1924. Donc l'EHEU, elle est fondée en 1919 en lien avec la loi Cornudet, qui est la première grande loi d'urbanisme en France. Donc cette loi impose aux communes de plus de 10 000 habitants et aux villes sinistrées par la guerre d'élaborer un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension, on appelle ça le PAEE, posant ainsi les bases de l'urbanisme réglementé en France. Elle introduit une vision cohérente de l'aménagement urbain, qui intègre hygiène, circulation, cadre de vie, bien que son application reste limitée par le manque de moyens et de volonté politique. C'est une école pionnière qui va adopter donc une approche pluridisciplinaire et publie une revue influente dans le domaine de l'urbanisme qui s'appelle La Vie urbaine. Alors, Berthe Lemarie, après donc son cursus à l'ENAM, va travailler à l'Office public des habitations à Bon Marché de la Seine, qu'on va appeler OPHBMS, avec Henri Sellier. En 1926, comme on l'a dit, elle va soutenir sa thèse d'urbanisme, alors on dit thèse ou mémoire d'urbanisme en fonction des sources, à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, dont le titre sera « L'organisation sociale des cités-jardins du Grand Paris ». Elle est à ce moment-là sous-chef de service à l'OPHBMS, c'est pas facile à dire. Elle va faire carrière, pendant toute sa carrière professionnelle finalement, au secrétariat général de l'OPHBMS jusqu'à sa retraite en 1963, date à laquelle elle est devenue sous-directrice. Alors je vous disais qu'on conserve d'elle aucune photo, mais vous avez ici Henri Sellier et les employés de l'OPHBM de la Seine en pique-nique. Donc on peut supposer, vu qu'elle a suivi la trajectoire de Henri Sellier de manière assez précoce,
qu'elle figure peut-être parmi l'une des jeunes figures féminines que l'on voit sur cette image, mais on n'en a pas de certitude. Alors ici, vous avez le réseau des réalisations de l'Office public d'habitation du département de la Seine. C'est le nouveau nom que va porter l'OPHBM quelques années plus tard. On est en 1933. Donc vous voyez un certain nombre de constructions de cités-jardins, notamment. Certaines d'entre elles vont faire l'objet de l'étude aussi de Berthe Lemarie, notamment celle de Suresnes, celle de Stein. Elle cite divers exemples dans sa thèse. Nous reviendrons un peu sur les différentes cités-jardins qu'elle va étudier. Alors c'est une urbaniste femme de l'entre-deux-guerres, et donc il était intéressant de resituer un petit peu le contexte des études d'urbanisme à l'époque, et notamment la place des femmes dans ces études d'urbanisme. Donc on voit qu'à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, on a un très faible nombre de femmes diplômées, qui va stagner malgré la féminisation croissante du secteur tertiaire pendant ces 50 ans. Vous voyez, la période considérée est quand même très vaste, et pendant tout ce temps, la proportion est quand même très très faible. On a davantage de femmes à l'ENAM, l'ENAM qui, comme je l'ai dit, va jouer un rôle clé dans l'accès à des postes d'encadrement dans les mairies. Donc on peut dire que la tertiarisation est davantage féminisée dans cette partie-là de l'administration. Les perspectives de recrutement des femmes sont donc plus locales et plus sociales que celles des hommes. Les femmes urbanistes vont travailler souvent dans des services municipaux ou des offices d'HBM, principalement en région parisienne. Alors, toujours pour la resituer par rapport à son contexte d'urbaniste féminine de l'entre-deux-guerres, on note une majorité de parcours similaires sur la question de l'urbanisme social parmi les diplômés d'urbanisme de l'époque. On a par exemple Pauline Lévy qui rédige son mémoire sur la planification du Grand Paris, les sœurs Bardy, Hélène Duranton qui, comme Berthe Lemarie, va travailler avec Henri Sellier, Louise Dubois qui soutient un mémoire sur la location comme service public pendant l'occupation, des thématiques communes de recherche également, les services municipaux, l'enfance, l'habitation, l'hygiène sociale, avec notamment Pauline Lévy, Yvonne Cousin. Du coup, on peut peut-être s'interroger, y a-t-il une marque de genre dans les sujets traités, puisqu'on voit qu'un certain nombre de ces sujets sont reliés aux soins, nous dirions care aujourd'hui. En tout cas, ils sont puisés dans les terrains professionnels immédiats des chercheurs en urbanisme à cette époque. Et ça vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a des recherches qui ont été menées là-dessus. Et effectivement, les chercheurs insistaient sur le caractère un petit peu particulier du terrain de recherche qui est propre à la thèse d'urbanisme, qui fait qu'en général, le terrain est absolument immédiat. Ça peut être le fait notamment de cadres municipaux qui vont se concentrer sur leur terrain professionnel immédiat. Pour évoquer aussi le tropisme féminin d'un certain nombre de ces travaux de recherche, on peut noter la faible représentation de trajectoires plus techniques en urbanisme. On en a deux essentiellement, celle de René Moiti-Bizarri, qui a une formation d'architecte et va donc soutenir une thèse davantage tournée vers l'architecture en elle-même, et Simone Philippe, qui elle a une formation d'ingénieur. Et les deux, finalement, vont adopter des études sur l'aménagement urbain en tant que tel. On note aussi une faible représentation des diplômées féminines à des postes stratégiques. Peu de femmes vont occuper des postes de direction. Seule Antoinette Bonneau sera impliquée dans la fondation de l'association des diplômés de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris. Du coup, on peut s'interroger, Berthe Lemarie est-elle finalement une urbaniste féministe? Alors nous sommes dans le contexte à l'époque de la première vague féministe, c'est-à-dire cette vague qui va se situer entre les années 1850 et 1945. Les objets des luttes de cette première vague sont l'accès à l'éducation, la situation des femmes mariées, le divorce, le contrôle des naissances et globalement de la sexualité, l'accès au travail et l'accès au droit de vote. Les problématiques qui sont abordées en lien avec ces questions dans le cadre des cités-jardins vont être ceux de l'éducation, de la natalité et de l'accès au travail.
On peut aussi s'interroger sur le caractère situé du savoir développé dans sa thèse par Berthe Lemarie. Le savoir situé ou connaissance située est une notion conceptualisée par la biologiste et philosophe féministe Donna Haraway en 1988. Celle-ci s'oppose à l'idée qu'il existe une objectivité scientifique abstraite. La connaissance située suppose de s'interroger sur la position de la personne qui produit la connaissance, sur les limites de sa vision, sur les relations de pouvoir dans lesquelles elle s'inscrit. C'est en prenant conscience de cette situation et du lieu d'où l'on parle que l'on a des chances d'atteindre la plus grande objectivité scientifique. La mise en doute et la critique de l'objectivité scientifique concernent à la fois les méthodes adoptées, les objets étudiés, les lieux où se développe la science et les critères de validité scientifique. Faisons donc l'exercice pour Berthe Lemarie. Elle appartient à une catégorie socio-professionnelle supérieure, c'est une cadre administrative, elle est parisienne, et l'objet de son étude est l'objet même de son travail, on l'a dit, puisque elle est donc cadre au sein même des habitations à Bon Marché de la Seine, ce qui la subordonne directement à Henri Seligue. Voilà, c'est tout ce qu'il faut garder en tête quand on va maintenant se pencher sur son étude. On voit donc dans cette étude, on y reviendra, que l'analyse qu'elle développe est davantage marquée par sa position sociale que par une analyse genrée. Voyons maintenant les conditions de vie des femmes dans les cités-jardins telles qu'elles apparaissent notamment dans le travail de Berthe Lemarie. On note tout d'abord, pour revenir d'abord dans l'organisation de la thèse de Berthe Lemarie, elle fait une analyse typologique et historique de l'organisation sociale des cités-jardins. Le plan de sa thèse est le suivant. Elle va commencer par analyser les initiatives patronales, par exemple les cités cheminotes de la Compagnie du Nord de la France. Ensuite, les initiatives philanthropiques et coopératives, comme la cité Paris-Jardin à Draveil. Et enfin, les initiatives administratives auxquelles appartiennent les cités-jardins de l'OPHBM de la Seine, donc les cités-jardins du Grand Paris, qui sont l'objet final de son propos. Il y a une spécificité très nette, selon elle, des initiatives administratives, et notamment en termes de recrutement des locataires. La différence fondamentale avec les initiatives précitées, c'est la différence de situation sociale des habitants, puisque la loi sur les habitations à bon marché exige qu'au sein de ces cités-jardins administratives, 2/3 des logements soient loués à des familles nombreuses. Alors les familles nombreuses à l'époque, c'est 4 enfants ou plus de moins de 16 ans, et jusqu'à 18 ans pour un apprenti ou un élève. Ce recrutement de 2/3 de familles nombreuses est nécessaire pour pouvoir bénéficier de subventions de l'État. Seul le dernier tiers peut être en ce qu'on appelle à l'époque loyer normal. Au sein de ces cités-jardins et au sein de ces familles nombreuses, la responsabilité de la mère de famille, selon Berthe Lemarie, est particulièrement forte. Il y a une très forte valorisation de sa présence à domicile. Là, je la cite, si nécessaire et précieuse. Elle parle à ce moment-là des initiatives patronales de la Compagnie du Nord. Le travail à domicile est souvent nécessaire pour dégager un revenu d'appoint, nous verrons selon quelle modalité. Et du coup, il va entrer en dialectique avec le travail domestique, le fait de s'occuper des enfants. Et c'est un souci qui revient de manière répétée au sein de la thèse, et qui montre que c'est vraiment une préoccupation majeure des femmes à l'époque. Il y a un continuum conceptuel très grand aussi entre salubrité et moralité du ménage. Je la cite encore. « On peut à la rigueur, homme ou femme, conserver sa dignité en mangeant du pain noir et en portant un habit râpé. Mais on la perd nécessairement quand il faut coucher pêle-mêle dans la promiscuité d'un taudis. » Il y a une très brève évocation aussi de cas de prostitution dans les cités-jardins, qui sont, selon elle, la conséquence de la misère et des conditions de vie lamentables et de la promiscuité. On revient à cette notion très forte de promiscuité. Je la cite encore, « Il est pénible de constater que parmi les familles des cités-jardins, certaines d'entre elles, en petit nombre il est vrai, se sont fait remarquer par leur mauvaise conduite et la légèreté de leurs mœurs. » Du coup, la mère de famille est finalement responsable de l'entretien de son domicile et, de manière plus large, de la moralité des membres de sa famille. À propos de la situation sanitaire des enfants de la cité-jardin de Duigny, elle écrit «
La misère morale s'ajoute encore à cette lamentable situation et il est pénible de constater que les efforts de l'Office pour mettre à disposition des familles nombreuses des locaux agréables et sains sont anéantis en grande partie en raison de l'ignorance et de la malpropreté d'un trop grand nombre de mères de famille. Donc même en cas de vie dans un taudis, la mère de famille est responsable. Elle a une obligation de moyens à défaut d'une obligation de résultat. Je la cite encore, 2 cas se présentent où la déchéance est acceptée et rien n'est fait pour améliorer le milieu, ou bien la mère de famille, malgré tout son désir, n'arrive pas à rendre le logis plus habitable. Cela se révèle par des riens qui n'échappent pas à un œil exercé. Alors là, à travers cette idée d'œil exercé, elle évoque un petit peu le rôle notamment des infirmières visiteuses et de tout ce personnel des cités-jardins qui est chargé aussi non seulement de contrôler la santé des habitants, mais aussi la salubrité des locaux. Néanmoins, Berthet-Marie reconnaît, malgré toute cette responsabilité qu'elle attribue à la mère de famille, la difficulté de la charge qui repose sur elle, pointant leur fatigue et leur découragement. Elle pointe la faiblesse des revenus du ménage, les situations sanitaires compliquées, la difficulté aussi, même au sein des cités-jardins, d'accès aux services et au commerce, qui implique une prise en charge de l'effort par la puissance publique. Alors ici, vous avez le projet architectural du premier îlot de la Cité-Jardin, le projet date de 1919, le premier îlot avec bain-lavoir. La Cité-Jardin, elle sera construite entre 1921 et 1956, il y aura plusieurs lots évidemment, comportant des écoles, des lavoirs bains-douches, des dispensaires, un dispensaire, une résidence pour personnes âgées, un foyer pour jeunes travailleurs notamment. Mais dans ce projet, on note bien quand même ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'isolement de la Cité-Jardin. Alors évidemment, là, il est rendu d'autant plus manifeste qu'on est dans un projet et qu'on veut mettre en valeur l'architecture du projet en lui-même, mais c'est beaucoup pointé par les témoignages qu'elle évoque dans sa thèse, qui sont notamment les difficultés d'accès au commerce, les difficultés d'accès au travail aussi, puisque souvent le travail à domicile à cette époque suppose qu'un coursier vienne apporter du travail et le reprendre. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je le disais, la puissance publique, elle a besoin de venir suppléer ou plutôt compléter les efforts menés par les mères de famille pour pouvoir s'occuper de leur famille dans les meilleures conditions. Quelles sont ces facilitations que la puissance publique peut mettre à leur disposition? Alors, on doit d'abord parler du contexte national de l'époque, qui est celui d'une politique nataliste après la saignée démographique constituée par la Première Guerre mondiale. Et il y a à l'époque des primes à la natalité, avec le décret du 30 avril 1920 et l'article 92 de la loi de finances du 30 avril 1921, qui accordent des subventions de l'État aux départements et aux communes qui instituent ces primes. Elles sont comprises entre 100 et 1000 francs et sont délivrées à partir du 3e enfant, voire du 4e ou du 5e. C'est très variable. Elles sont versées à toutes les familles, quelle que soit leur situation de fortune. C'est un peu un parallèle et un ancêtre des allocations familiales. Pour les travailleurs, il y a également une caisse de compensation qui accorde 15 à 60 francs par enfant en plus de ces allocations familiales. Donc on note une certaine variété des incitations à la natalité en fonction des cités-jardins. Il va y avoir des dispositifs variés, de l'accompagnement des familles en termes d'actions sanitaires et sociales, c'est ce qu'on observe dans l'Office public de l'habitat des habitations à bon marché du Grand Paris, à carrément un aménagement urbain planifié pour encourager la démographie des familles selon une perspective eugéniste assumée. Ça, c'est ce qu'on va trouver à la Cité-Jardin Ungomar à Strasbourg. Ça a été largement étudié. Là, c'est tout l'espace urbain qui s'organise de manière à ce que les personnes restent chez elles et fassent le plus d'enfants possible. Et la sélection des habitants est très claire. Il y a des cas, par exemple, où une famille va perdre un de ses enfants et perdre son logement. C'est particulièrement drastique. Donc, je le disais, réduction dans cette cité-jardin d'Ungomar, réduction des espaces collectifs au profit de l'espace domestique, le contrôle des familles et l'élimination des familles infertiles ou peu productives. On parlait tout à l'heure de la problématique de l'accès aux services de la cité-jardin.
C'est un quartier résidentiel planifié, hein, il appartient à cette typologie architecturale. C'est un peu un précurseur des grands ensembles qui se trouvent en périphérie des centres urbains où se concentre encore l'activité économique. On observe une nette séparation entre les lieux de travail et ces lieux de résidence qui correspond dans le même temps à un contexte historique de clôture des usines. Donc plus le nouveau quartier va être éloigné du centre urbain et plus l'accès aux services perçus de manière large, les commerces aussi bien que les services publics, plus cet accès va être compliqué pour les mères de famille à qui incombent les courses et le soin des enfants. À Stein, par exemple, pendant l'entre-deux-guerres, le premier commerce est à 500 mètres de la cité. L'Office va donc favoriser l'installation des commerces au sein des cités-jardins et y installer des services d'action et d'hygiène sociale. Ceux-ci vont se déployer en une véritable chaîne de ce que Berthet-Marie appelle, de manière assez large, une chaîne d'œuvres d'hygiène sociale, qui sont une manifestation de l'État-providence de la naissance de l'individu jusqu'à sa mort. Je vous donne la description qui est donnée des institutions sociales de la Cité-Jardin de Suresnes. La crèche élèvera les tout-petits, l'école maternelle, jardin d'enfants assurent leur développement et leur évolution, médicalement contrôlés, jusqu'au moment où les écoles primaires, avec leur section ménagère et de préapprentissage, permettent de les orienter professionnellement. Plus tard, ils peuvent, suivant leurs aptitudes, suivre les cours des écoles primaires supérieures et techniques, organisés d'après la conception de l'école unique, qui les mèneront soit à un bon métier, soit au diplôme du brevet élémentaire et supérieur, soit au baccalauréat, soit au concours d'entrée des grandes écoles. Et puis, c'est la vie. À la Cité-Jardin, le logement ensoleillé, salubre, plus ou moins vaste suivant la composition de la famille, plus ou moins luxueux suivant le moyen. La vieillesse survient. Aux vaincus de la vie, Suresnes offre son petit hospice familial. Alors ici, vous avez un de ces relais d'hygiène sociale, qui est le service médical, la visite du docteur, ici au groupe scolaire Vaillant-Jaurès de Suresnes. On est dans les années à peu près 1920. J'ai besoin d'un petit peu d'eau. Ah, elle est là. C'est bon. Voilà une autre image très touchante et un petit peu humoristique où là ce sont carrément les nourrissons qui se rendent en masse à la consultation. Il y a tout un ensemble comme ça, on va le voir aussi avec l'infirmière visiteuse, d'affiches, de prophylaxie, qui cherchent à faire œuvre de prévention avec une dimension artistique très forte. Voyons maintenant dans ces conditions de vie des femmes dans les cités-jardins les horizons professionnels qui s'offrent à elles. Ces horizons professionnels sont plutôt modestes. On note tout d'abord une relative mixité de l'éducation dans l'enfance. En 1925, Berthet-Marie recense 366 garçons et 346 filles qui bénéficient de la méthode Hébert au sein des cités-jardins de la Compagnie du Nord, qui dispose aussi de jardins d'enfants et applique la méthode d'apprentissage Montessori qui repose sur une mixité des âges et des genres. À l'entrée dans l'adolescence, voire dès la préadolescence, émerge par contre un certain clivage entre filles et garçons. Chaque jeudi, les filles de 8 à 15 ans se rendent à l'œuvre du trousseau, qu'elles confectionnent à partir de 15 ans en prévision de leur mariage au sein d'écoles ménagères. En parallèle pour les garçons, le jeudi, atelier carton, raffia, bois et fer pour les initier à des pratiques artisanales et pour pouvoir leur offrir une alternative d'horizon professionnel à celui de l'usine. Les garçons ont donc pour horizon professionnel l'usine ou l'artisanat et les filles l'espace domestique et leur futur ménage, des horizons somme toute modestes à la fois pour les hommes et pour les femmes, qui témoignent aussi d'une assignation sociale forte au-delà de l'assignation de genre, contrairement à ce qui était peut-être le vœu pieux de la citation sur la Cité-Jardin de Suresnes que je venais de dire. Finalement, la mère de famille, de son côté, n'est-elle pas une assignée à résidence ? Au sein des cités-jardins, on encourage sa présence au foyer, en lui permettant d'avoir un travail à domicile qui génère un revenu d'appoint. Elle peut, par exemple, accueillir des nourrissons de l'assistance publique. Toujours à propos de la Compagnie du Nord, je cite Berthet-Marie, la compagnie intervient auprès des agents pour faciliter le placement de nourrissons de l'assistance publique. Cela augmente le bien-être du foyer et engage la femme à rester au logis. Elle peut également
proposer, pour avoir un complément de revenu, des travaux de couture, de lingerie, de broderie, de dentelle. Alors, au sein de la Compagnie du Nord, le processus est assez, professionnalisé pour le coup, puisque la Compagnie du Nord prend en charge des écoles de broderie, des cours de lingerie qui sont donnés par des monitrices, ou une professeure de dentelle de Bruges, à Valenciennes, qui va venir former les femmes de manière à ce qu'elles soient autonomes dans un laps de temps relativement court. Là, il était question de 3 mois, par exemple, pour la technique de la dentelle. Donc, qui leur permet d'avoir une vraie spécificité professionnelle. Sur les cités-jardins du Grand Paris, Berthe Lemarie pose un constat plus mitigé sur le travail féminin à domicile. Elle pointe les difficultés qui sont liées au faible temps disponible pour s'y consacrer, et, je cite, aux aptitudes qui n'offrent pas un champ bien vaste. Les travaux de couture que peuvent proposer les femmes à domicile sont des travaux relativement simples, à faible valeur ajoutée, contrairement à la dentelle par exemple, et qui sont du coup faiblement rémunérés. Berthe Lemarie, elle souligne aussi les difficultés de se faire livrer et enlever le travail, on l'a vu, contrairement à la situation à Paris intramuros. Alors pourquoi à Paris intramuros? Il faut dire que le recrutement des locataires des habitations à bon marché autour de Paris est en majorité le fait de quartiers populaires parisiens, en fait. Donc, il faut imaginer que ces personnes-là, avant d'arriver au sein des cités-jardins, étaient dans des quartiers populaires parisiens dans lesquels l'accès au travail à domicile était beaucoup plus simple parce qu'on était à Paris intramuros. Dans sa thèse, elle livre une étude de cas d'une famille de 6 personnes, la famille L, composée d'un père, d'une mère et de 4 filles, d'une cité-jardin qu'elle ne nomme pas. C'est un véritable travail de microsociologie où elle va analyser le budget de la famille, procéder à des entretiens avec la mère de famille, qui renseignent notamment sur les conditions de vie du ménage. La mère de 39 ans, je cite « personne très courageuse », était auparavant femme de ménage dans un quartier populaire parisien, mais sa santé précaire la conduit à se tourner vers un travail d'appoint à domicile, qui consiste en la confection de sacs en papier, payés 3 francs les 1000. Elle peut en faire 2000 en une après-midi. Ce qui lui donne un gain annuel de 1800 francs. Donc on est, en convertissant en euros d'aujourd'hui, à 1967 € annuels, soit 164 € par mois. C'est un gain irrégulier qui occasionne aussi de la fatigue pour la livraison des sacs et l'acheminement du papier, avec de lourds ports de charge sur de longs trajets à pied. Et le temps passé dans le travail domestique va diminuer le rendement qu'elle peut dégager. On note cependant, au fil de l'étude de Berthe Lemarie, une ouverture progressive vers de nouveaux horizons professionnels pour les femmes. Elle recense les locataires des cités-jardins par métier au sein de sa thèse, ce qui donne à voir les métiers féminins puisqu'elle les donne de manière féminine. Donc une brodeuse, une couturière, une directrice d'administration, domestique, femme de ménage, dont une à Suresnes, une maillotcheuse en chaussures, une marchande 4 saisons, modiste, ouvrière, posticheuse, sage-femme, tricoteuse, également à Suresnes. Elle évoque aussi des ambitions professionnelles de la nouvelle génération qui sont tournées davantage vers le salariat et hors du domicile. Je la cite, « La plupart des fillettes des cités-jardins veulent entrer comme vendeuses dans les grands magasins ou dans les commerces. Quelques-unes voudraient être sténodactylo, mais aucune, ou si peu, ne veut exercer le métier de couturière, lingère, etc. Ces professions semblent être d'un autre siècle. » À la Cité-Jardin aussi, on voit se construire la féminisation progressive du secteur tertiaire dont il a été question plus tôt. Toujours à propos de la famille L, qui est analysée par Berthe Lemarie, l'aîné de la famille est aide-comptable dans une maison de cycle et d'automobile et dégage un revenu de 108 francs par semaine et de 5 184 francs par an, ce qui donne 5 665 € d'aujourd'hui, soit environ 472 € par mois, à comparer aux 883 € par mois du père et aux 164 € par mois de la mère. Voilà, ici, puisqu'on en parlait tout à l'heure, une photo qui montre l'école ménagère qui se trouvait au sein de l'école de plein air dans les années 1950.
Alors je le disais tout à l'heure, l'autre actrice clé de la Cité Jardin pendant l'entre-deux-guerres, on verra à quel point elle est clé particulièrement dans cette période-là, c'est l'infirmière visiteuse. On a souvent associé d'ailleurs Berthe Lemarie à la figure de l'infirmière visiteuse au point qu'on a pu penser qu'elle ait pu elle-même exercer cette profession. Personnellement, je n'ai pas trouvé de source qui puisse confirmer cette hypothèse. Sa formation est plutôt celle, on l'a vu, d'une cadre administrative municipale, diplômée d'urbanisme, mais cependant, la figure de l'infirmière visiteuse est une actrice clé de cette entre-deux-guerres à la Cité Jardin. Alors, c'est une profession qui naît d'un contexte historique, sanitaire et social particulier, en mutation. C'est un héritage de la Grande Guerre, tout d'abord. La Première Guerre mondiale va marquer un tournant dans la reconnaissance des infirmières. Elles sont mobilisées massivement sur le front, elles acquièrent des compétences médicales avancées et deviennent essentielles dans la prise en charge des blessés. Après la guerre, le besoin des soins à domicile se fait pressant, notamment pour les mutilés et les anciens combattants, qui nécessitent un suivi médical prolongé. De plus, la reconstruction des infrastructures sanitaires s'accompagne d'un renforcement du rôle des soignants dans l'organisation de la santé publique. Ainsi, les infirmières visiteuses deviennent des relais indispensables entre les services hospitaliers et la population. On observe à la sortie de la guerre un contexte sanitaire préoccupant. L'entre-deux-guerres va être marqué par plusieurs crises sanitaires majeures. Tout d'abord, l'épidémie de grippe espagnole, entre 1918 et 1919, qui fait entre 50 et 100 millions de morts à travers le monde, et qui met en évidence les lacunes des systèmes de santé. Par ailleurs, des maladies comme la tuberculose, le rachitisme, la syphilis, la diphtérie continuent d'être très présentes, notamment dans les quartiers populaires des grandes villes, du fait de l'insalubrité et de l'entassement dans des logements. Face à ces menaces, les gouvernements développent des politiques de prévention, notamment la vaccination et le suivi médical des populations les plus vulnérables. Les infirmières visiteuses vont jouer un rôle clé dans ces dispositifs en assurant un suivi sanitaire à domicile et en diffusant les nouvelles pratiques médicales. L'infirmière visiteuse est donc un outil des politiques sociales et hygiénistes. Dans le contexte de forte urbanisation des années 1920-1930, les conditions de vie dans les grandes villes sont précaires, on l'a vu, logement insalubre, surpopulation, manque d'accès à l'eau potable et mauvaises conditions d'hygiène qui vont favoriser la propagation des maladies. Pour y remédier, le mouvement hygiéniste prône une transformation des modes de vie et l'éducation sanitaire des populations. La création des cités-jardins, elle va répondre aussi à cet objectif en proposant un habitat aéré et fonctionnel destiné aux classes populaires, ainsi que des équipements d'hygiène sociale, on l'a vu, comme les dispensaires, les bains-lavoirs. Les infirmières visiteuses, elles trouvent dans ces cités-jardins un terrain d'action privilégié. Elles vont s'assurer que les habitants adoptent les bonnes pratiques d'hygiène, elles surveillent l'état sanitaire des familles et sensibilisent les mères aux soins à apporter aux enfants. Alors ici, vous avez le dispensaire et centre d'hygiène infantile et de puériculture de la ville de Suresnes, après 1931, qui est la date de sa création, et il a été surélevé en 2021. On le verra tout à l'heure lors de la marche exploratoire. Alors c'est une organisation très rationnelle au sein de ce dispensaire. Il y a une partie pour les enfants très jeunes, une partie pour les enfants un petit peu plus âgés, une sorte de centre du lait au milieu. C'est une organisation extrêmement rationnelle de la santé des enfants qui s'organisent dans ce genre d'endroit. Cette infirmière visiteuse, c'est une actrice de la professionnalisation de l'action sociale et du contrôle sanitaire. Tout d'abord, cette professionnalisation, elle va de pair avec la laïcisation des soins infirmiers. Au début du XXe siècle, les soins infirmiers sont encore largement dominés par les congrégations religieuses. Cependant, avec la loi de séparation des églises et de l'État, en 1905 en France, on observe une laïcisation progressive des professions médicales et paramédicales. Dans ce cadre, la formation des infirmières devient plus encadrée et professionnalisée. Les écoles d'infirmières, comme celles fondées par la Croix-Rouge ou l'Assistance publique, proposent des enseignements théoriques et pratiques. L'infirmière visiteuse, qui exerce en dehors des structures hospitalières, incarne cette nouvelle figure professionnelle. Elle est une travailleuse de la santé publique, elle est indépendante des institutions religieuses et elle joue un rôle reconnu dans la médecine préventive. Elle a un rôle clé dans l'action sociale et la prévention. L'une des missions essentielles des infirmières visiteuses dans les cités-jardins est l'éducation sanitaire des familles.
Elles interviennent auprès des foyers pour enseigner les bonnes pratiques en matière d'alimentation, d'hygiène et de soins aux enfants. Par exemple, elles vont conseiller les jeunes mères sur l'allaitement maternel, l'alimentation infantile et la prévention des maladies infantiles comme la diphtérie ou la coqueluche. Elles participent également aux campagnes de vaccination et aux consultations médicales gratuites qui se développent dans les dispensaires des cités-jardins. À travers ces actions, elles jouent un rôle clé dans l'amélioration des conditions sanitaires et la réduction de la mortalité infantile. Elles sont un véritable instrument de diagnostic et de contrôle sanitaire. Les infirmières visiteuses ne se contentent pas d'éduquer et de conseiller. Elles sont aussi, on l'a dit tout à l'heure, un outil de surveillance des populations. Leur mission consiste à détecter les maladies infectieuses, à signaler les cas nécessitant une prise en charge médicale et à veiller au respect des normes d'hygiène dans les foyers et à la tenue et à la salubrité de ces foyers. Elles travaillent en collaboration avec les services médicaux et sociaux pour garantir une prise en charge efficace des populations à risque. Le décret du 12 janvier 1932, précisé en 1938, va officialiser la profession d'assistante sociale et conduira à la fusion des conseils de perfectionnement des écoles d'infirmières et d'assistantes sociales. Le diplôme d'état d'assistante sociale est créé avec une formation de 3 ans, une première année médicale, commune avec les infirmières, et une seconde année médico-sociale qui est inspirée de la formation des infirmières visiteuses, et une troisième année dédiée au service social. Cette réforme va ancrer les assistantes sociales dans une culture médico-sociale et entraîner la disparition progressive du terme infirmière visiteuse au profit d'assistantes de service social. Alors faisons un petit peu d'iconographie puisqu'on est au musée. Ici, vous avez un détail d'une affiche qui montre l'infirmière, une infirmière qui est finalement ici une nouvelle incarnation de la Vierge de Miséricorde, qui protège sous son manteau les personnes des épidémies. Voilà, donc là c'est une image d'après Georges Otto, vous pouvez protéger vos enfants contre la diphtérie, on a vu que c'était une maladie infantile à l'époque particulièrement répandue. Et ici, dans un autre registre, une affiche d'Auguste Leroux de 1918 qui montre une visiteuse d'hygiène qui porte sur sa manche la double croix. Alors, ce n'est pas la croix de Lorraine, c'est la croix de la lutte internationale contre la tuberculose qui protège une fillette coiffée du bonnet phrygien. Donc, on peut imaginer que cette fillette coiffée du bonnet phrygien, c'est rien moins que la jeune nation, finalement, qu'elle conduit vers le soin, vers la santé. Elle lui montre le chemin de la santé et s'engage dans cette voie d'un pas résolu, qui est traduit par la diagonale de la construction et l'esthétique de l'œuvre. On voit au fond le Paris de l'Ouest qui commence à se dégager, mais on voit qu'il y a cette espèce de fog, comme on dirait aujourd'hui, de brouillard, d'insalubrité, qui était celui de la ville chauffée au charbon à l'époque. Et une dernière image qui montre toujours une infirmière avec le symbole de la lutte contre la tuberculose, avec ce timbre anti-tuberculose qui a été beaucoup distribué par les enfants à l'époque, jusqu'à un passé récent, et qui montre une figure qui serait presque proche de la Vierge à l'enfant, avec beaucoup de joie de vivre et de santé chez cet enfant. Alors les dernières années de Berthe Leymarie, à partir de 1943, avec la mort de Henri Sellier, elle va mettre en forme des notes biographiques sur Henri Sellier à la demande de René Sorde pour la plaquette du cinquantenaire de la municipalité de Suresnes, qui a lieu en 1969, et pour les biographies de Sellier qui sont parues après 1963. Elle est membre de l'association des Berrichons de la banlieue ouest, qui est sa terre d'origine, et elle s'attache à rattacher l'héritage culturel de Henri Sellier à l'histoire des mouvements ouvriers. Et finalement, elle décède en 1982 à Bobigny. Donc on voit un ancrage à la fois résolument berrichon et francilien. Quel apport finalement en termes de perspective féminine à la Cité-Jardin au terme de cette analyse? On peut d'abord noter le parcours singulier de Berthe Leymarie dans un milieu encore faiblement féminisé. C'est une figure emblématique d'une génération de pionnières dans l'urbanisme social. Elle correspond aussi à l'émergence d'un nouveau corps de cadres municipaux professionnalisés, que ce soit les hommes ou les femmes, avec la naissance de l'ENAM, dont elle fait partie de la première promotion.
On note aussi l'évolution des perspectives d'avenir pour les femmes à la Cité Jardin à travers à la fois les métiers cités par Berthe Lemarie et les perspectives d'avenir qu'envisagent les jeunes filles de son étude. Une évolution du travail manuel d'appoint au sein du domicile vers le salariat en ville et vers l'émancipation. Et on note également la singularité du rôle de l'infirmière visiteuse durant l'entre-deux-guerres, qui est un peu le pendant de la mère de famille et de la religieuse, et qui est la préfiguration de l'assistante sociale contemporaine. Est-ce que vous avez des questions? On pourrait avoir une comparaison des effectifs féminins dans les écoles d'administration à l'époque et les effectifs féminins actuels dans les écoles d'administration. Ça serait intéressant. Alors, je vous dis ça au doigt mouillé parce que, en tant qu'ancien de l'INET, mais qui serait un peu un des équivalents de l'ENAM, hein, l'Institut National des Études Territoriales, et aujourd'hui on est au moins à parité, voire davantage de femmes que d'hommes, avec toujours une légère... En fait, les métiers de l'INET, vous avez administrateur, conservateur des bibliothèques, conservateur du patrimoine et ingénieur en chef. Et il y a un petit peu plus une représentation masculine un peu supérieure chez les ingénieurs en chef. Mais, et par contre, à l'extrême du spectre, beaucoup de femmes parmi les conservateurs du patrimoine et les conservateurs de bibliothèques. Voilà. Mais cette profession, c'est redoutable. Hein. On avait même imaginé de refaire des numerus clausus sexistes. Hein. Oui. C'est aberrant. Hein. Par contre, dans les carrières scientifiques d'ingénieurs où les mathématiques prédominent, effectivement, il semblerait qu'il y ait un manque important de femmes. Alors pour le coup, là, pour les carrières d'ingénieurs en chef, il y avait quand même pas mal de femmes. Je ne saurais pas vous dire si on était à parité, mais il ne m'avait pas semblé qu'on était avec, par exemple, 2 femmes pour 20 garçons, quoi. Donc il y a une relative parité quand même, voire une surreprésentation des femmes. Vous avez parlé aussi du caractère religieux de la visiteuse. Hein. Et Henri Sellier a été extrêmement lié à la protection, malgré qu'il était probablement athée, on ne sait pas certain d'ailleurs complètement, on n'est pas très sûr, hein, à la protection de la religieuse pendant très longtemps. Et sur elle, on a eu effectivement pendant très longtemps des religieuses aussi des jardins qui ont perduré. On a écrit un petit article il y a quelques années dans le bulletin sur ces religieuses qui avaient encore une cornette à l'époque. Oui, l'idée c'est qu'en fait les valeurs de charité, de soins qui étaient celles des religieuses se déplaçaient, puisque l'objet restait le même, hein, dans une laïcisation de la société à travers la figure de l'infirmière visiteuse.